Peut-on alors voir en ce travail d'ascèse une application des enseignements reçus par le biais du rêve lucide? Car, enfin, l'ascèse requiert des efforts, contrairement au rêve lucide où il suffit d'émettre une intention pour qu'elle se réalise. Détrompez-vous, demeurer conscient au sein du rêve demande un effort considérable. Par ailleurs, les émotions éprouvées au cours du rêve sont bien réelles. Si vous êtes terrorisé, vous l'êtes vraiment, vous éprouvez de la terreur, et il est difficile d'y faire face. Finalement, le grand enseignement du rêve lucide ne réside pas tant dans la découverte de la magie quotidienne que dans cette exigence de la lucidité. Car, ne l'oublions pas, hors la lucidité, rien n'est possible. Ainsi que je l'ai dit, dès l'instant où on se laisse happer par l'expérience que l'on traverse, le rêve nous absorbe et c'en est fini de la lucidité qui était seule garante de la dimension initiatique. La magie que nous avons évoquée n'opère que dans le détachement. C'est la lucidité née de la position de témoin qui autorise le jeu, tandis que l'identification, au contraire, rétrécit l'existence, réduit le champ des possibles. Dans le rêve comme dans la vie diurne, les mêmes lois sont à l'œuvre. Plus on est détaché, plus l'on jouit de l'existence perçue comme une vaste cour de récréation. Moins on est détaché, plus la vie devient une impasse. Le rêve m'a donc enseigné, paradoxalement, à veiller, à maintenir dans le fil de l'existence un courant de lucidité, fût-ce au prix de grands efforts. Car Dieu sait si la vie peut être parfois fascinante, surtout lorsque l'on sait quelque peu ouvert à sa magie. La tentation de se laisser absorber, le danger d'identification augmente au fur et à mesure que l'on s'ouvre. D'un autre côté, la lucidité se renforce également avec la pratique. Autre enseignement du rêve lucide, auquel nous avons déjà fait allusion, autre facette de la magie, la souplesse du réel. Non seulement vous ne tenez pas la vie pour un processus rigide, mais vous vous exercez vous-même à la flexibilité. Oui, je fais très attention à ne pas trop m'autodéfinir, à ne pas m'enfermer dans une vision étroite de moi-même. Dans le rêve, je peux me percevoir en tant qu'homme de 60 ans, mais aussi en tant que jeune garçon, en tant que vieillard, voire en tant que femme, pourquoi pas. Diverses facettes de mon être se manifestent. Dans la réalité, j'essaie de laisser ces facettes s'exprimer et aussi de répondre à la demande de la situation sans m'accrocher à une idée préconçue de ce que je suis ou devrais être. Quand je voyage, les gens se demandent souvent quelle est ma nationalité. Si quelqu'un m'adresse la parole dans un avion et me dit « Vous êtes italien ?» Je réponds « Oui ». Que l'on me prenne pour un grec, un français, un russe, un israélien, que sais-je, je réponds toujours par l'affirmation, par l'affirmative. Ravi d'avoir deviné, la personne me traite alors en italien, en russe, en grec ou en chilien, et cela ne change rien. Notre aventure de l'autre jour à Marjolaine constitue un bon exemple de cette attitude. Lorsque nous sommes arrivés, le public ne m'attendait pas, mais était venu pour le docteur Westphaler. Le docteur Westland, Alexandro. Si, le docteur Vicen. Bref. Je vous ai dit de me présenter comme étant le docteur Westphalus, mais vous n'avez pas osé. J'aurais pourtant pu donner 2 heures de conférence sous l'identité provisoire du docteur Woufouf. J'aurais parlé de la santé et transmis mon message. Peu m'importe qui le transmet, peu m'importe qui je suis, je me comporte toujours en fonction de ce que l'on désire voir en moi. Si on attend le metteur en scène, je joue les metteurs en scène. Si on attend le scénariste de bande dessinée, je joue les scénaristes. J'accepte n'importe quelle étiquette, tout en sachant, en mon fort intérieur, que je ne me réduis pas à ce que l'on perçoit de moi, à celui qu'on me croit être. Avez-vous exploré d'autres aspects du rêve lucide ? Par la suite, j'ai voulu explorer des dimensions encore plus métaphysiques. Je me suis mis à chercher mon maître intérieur. Permettez-moi, là encore, de vous donner lecture d'un rêve à cet égard décisif. Je suis en compagnie de 2 Mexicains typés et rondelets que je ressens comme des amis, bien que je ne les connaisse pas. Nous traversons une cour au sol et aux murs en pierre, qui pourrait très bien être celle d'une école, d'un temple ou d'un palais gouvernemental.
Tout est très spacieux. Nous marchons en rasant un mur. Soudain éclate un énorme ronronnement tellurique. Le bruit effraie beaucoup les Mexicains. L'un d'eux s'écrie « C'est un tremblement de terre qui se prépare !» Ils observent les pierres, dans l'attente angoissée des premières secousses. Commençant alors à réaliser que je suis en train de rêver, je leur dis « N'ayez pas peur, il ne peut rien vous arriver, c'est un rêve. » Tout paraît cependant si réel que je me mets à douter, mais faisant cesser le bruit assourdissant à force de volonté, j'acquiers la certitude que je suis bien en train de rêver. Je me propose sur le champ de tirer parti de cette lucidité. Cette fois, me dis-je, je vais demander à contempler la divinité. Bien que je sois saisi d'une profonde terreur, je me décide à le faire. Aidez-moi à faire face à Dieu, dis-je à mes amis. Ils se placent chacun sous une de mes aisselles, semblables à des béquilles humaines, pour m'aider à avancer vers un escalier de pierre noire, qui comporte 22 marches et s'élève au milieu de la cour à la manière d'un piédestal. Je me sens maintenant capable d'affronter seul la divinité, dis-je à mes amis. Les sachant tous deux issus du rêve, je les fais disparaître d'une poussée et commence à gravir les marches. Me voici de nouveau en proie à la terreur. Peut-être vais-je voir une image horrible se présenter à moi. Je glisse sur les marches qui se sont couvertes d'eau et fais d'énormes efforts pour éviter de glisser. C'est alors que je vois apparaître une photographie animée, sur laquelle un acteur gigantesque grimace à la manière d'un clown. Je n'en reviens pas. Une photo, un acteur, la divinité. Ce n'est pas possible. L'acteur disparaît et j'apparais à sa place. J'ai 60 ans et suis vêtu d'un costume en cachemire. J'ai l'allure d'un vieux professeur d'université, avec des lunettes sur le bout du nez. Je sais que cette immense image de moi-même est un voile nécessaire, la projection d'idéaux d'antan, et qu'elle me permet de vivre sans angoisse ma première rencontre avec la divinité. La photo s'anime et commence à me parler avec sympathie. Elle me communique un message, me dispense une leçon. J'en retiens très peu, pas plus de 5 ou 6 mots. Le trésor de l'humanité. Je me réjouis beaucoup de cette première expérience qui me permet de faire un premier pas dans la recherche du Dieu intérieur, du guide, du maître au-dedans, du moi impersonnel. Peu importe le nom qu'on lui attribue, et ce sans être épouvanté. Je réunis mes forces, prends appui sur l'air, monte et me mets à flotter. Tel un bélier, je me lance contre l'écran et traverse pour basculer dans le firmament, étendue infinie et constellée d'étoiles. Je désire à nouveau contempler mon Dieu intérieur. Devant moi apparaissent, immenses comme celles des Khéops, 2 pyramides imbriquées, semblables à une étoile de David en relief. Je me dis que je ne dois pas me contenter de les regarder. L'une est noire, l'autre est blanche, mais qu'il me faut fondre en elles. Je pénètre donc en leur centre et éclate comme un univers en feu. Voilà le rêve tel que je l'ai noté. C'est à partir de cette expérience marquante que j'ai écrit le scénario de l'Incal. La pratique du rêve lucide consiste donc à poser un acte à l'intérieur du contenu onirique. Peut-on aller plus loin que le rêve lucide ? Oui, il est possible de passer à ce que je nomme le rêve thérapeutique, dans lequel la lucidité est utilisée afin de guérir une blessure, de consoler un manque ressenti dans l'état de veille. Je veux vous en donner 4 exemples extraits de mon cahier. Je me trouve en compagnie de Teresa, ma grand-mère paternelle, que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, suite à des querelles familiales. C'est une petite femme rondelette avec un grand front. Dans le rêve, je me rends compte que nous ne nous connaissons pas réellement, que nous ne nous sommes jamais parlé, ni ne nous sommes ne serait-ce qu'une seule fois promenés ensemble. Je lui dis « Comment est-ce possible que vous, ma grand-mère, ne m'ayez jamais pris dans vos bras ?» Je réalise que je viens de commettre une indélicatesse et me reprends. Ou plutôt, comment se peut-il, grand-mère, que moi, votre petit-fils, ne vous ait jamais embrassé ?
Je lui propose de le faire et elle accepte. Nous nous étreignons et nous embrassons. Je me réveille dans le clair souvenir du rêve, heureux d'avoir retrouvé cet archétype familial. Deuxième exemple. Je suis dans ma chambre à coucher, telle qu'elle est en réalité, debout face à mon père. Je lui dis « De toute ma vie, jamais tu ne m'as embrassé comme un père, tu m'as fait te craindre et rien d'autre. Mais maintenant que je suis un adulte, je vais te prendre dans mes bras. » Sur ce, sans crainte, je l'étreins, l'embrasse et le berce. En le berçant ainsi, je sens avec mes mains la surprenante vigueur de son dos. Avec plaisir, je m'exclame. Tu as 90 ans et tu es encore vigoureux. Je continue de le bercer avec audace et tendresse et lui dis « De même que tu n'as jamais communiqué avec moi par le toucher, j'ai moi aussi privé mon fils Axel de contact corporel. » Axel apparaît, à l'âge qui est aujourd'hui le sien, 26 ans. Je le prends dans mes bras et lui demande de me bercer comme je viens de le faire avec mon père. Je me réveille. Pendant la journée, je bavarde avec Axel et lui fais joyeusement part du rêve. Je lui demande de m'étreindre et de me bercer. Un peu timide et gêné au début, il n'y tient pas mais se force, et au fur et à mesure de l'acte s'émeut, si bien que nous finissons par avoir un contact dont nous retirons une sensation de bien-être et de paix. J'ai ainsi réalisé en rêve quelque chose qui m'avait manqué dans ma relation à mon père, puis donner à mon fils la possibilité de l'accomplir dans la réalité. Troisième exemple. J'ai des problèmes d'argent et rêve que l'on va m'engager en tant qu'acteur dans une compagnie théâtrale. Je vais voir le producteur afin de discuter avec lui de mon salaire. Je lui explique qu'il doit très bien me payer car, me connaissant comme je me connais, je ne vais pas me contenter de jouer, mais faire aussi en sorte que le spectacle dans son ensemble marche très bien. Je superviserai les lumières, la musique, les costumes, le jeu de mes compagnons, etc. Bref, je vais m'occuper de tout. Le producteur me comprend et m'accorde un bon salaire, celui que je mérite. Je me réveille rassurée, ma confiance en moi-même retrouvée. Je sais que les difficultés matérielles vont se résoudre. Enfin, quatrième exemple. Depuis 3 jours, je souffre de vives douleurs au ventre, probablement une infection intestinale. J'ai du mal à dormir et ne veux pas prendre d'antibiotiques. Je me couche et rêve. Je gis dans mon lit, en proie aux mêmes douleurs qu'en état de veille. Arrive la guérisseuse Pachita. Elle se couche sur moi de tout son poids et commence à sucer le côté droit de mon cou en me disant « Je vais te guérir, petit frère ». Dans un suprême effort, elle glisse sa main gauche entre nous deux et l'appuie sur mon ventre. Ensuite, sans se décoller de moi, elle s'élève dans les airs. Nous lévitons un instant, horizontalement, puis redescendons sur le lit. Elle s'évanouit lentement. Je me réveille guéri, sans plus ressentir aucune douleur. Il me semble que j'ai pour ainsi dire incorporé la guérisseuse et être enfin accès à un médecin intérieur, une sorte de divinité. Je me souviens qu'au Mexique, avant de mourir, Pachita fit apparaître sur la paume de sa main un anneau en or et qu'elle le glissa sur mon annulaire gauche. Elle m'avait alors dit « Je viendrai te rendre visite dans tes rêves. » Comme vous pouvez vous en douter, les rêves de ce type s'avèrent extrêmement bénéfiques. Ce sont vraiment des songes réparateurs, dans lesquels l'inconscient canalise sa puissance pour panser efficacement une plaie. S'il est possible d'utiliser la qualité de conscience acquise dans la pratique du rêve lucide pour déboucher sur le rêve thérapeutique, ne peut-on pas aller encore plus loin, toucher dans le songe une dimension de sagesse? Si, et cet autre stade, je l'appelle le rêve humble. Un jour, j'ai cessé de poser des actes pour tout simplement assister au rêve en observateur. Je le laisse se dérouler, suivre son propre cours, mais sans être happé par lui, tout en demeurant lucide. Je suis spectateur de mon rêve et m'abstiens de toute intervention. En fait, je crois être récemment passé à un degré encore plus subtil que je nomme le rêve sage. À présent, le protagoniste du rêve auquel j'assiste en spectateur est un sage. Il prononce des paroles dont je prends note au réveil. Elles n'ont d'ailleurs rien d'original et pourraient être extraites de n'importe quel texte sacré, mais elles jaillissent du plus profond de l'inconscient, tel que je l'observe avec lucidité dans le rêve. Pourriez-vous raconter quelques-uns de ces rêves sages? Oui, mais non sans réticence. Pourquoi? Allez-vous maintenant vous mettre à jouer les pudiques? La question n'est pas là.
je crains simplement que l'on ne me croie pas. Alexandro extirpe de sa bibliothèque un immense cahier qui ressemble à un livre d'or. Vous voyez, c'est dans cet autre cahier que je note mes rêves les plus positifs. Je puis l'ouvrir et vous lire un exemple de rêve sage. Mais nos lecteurs seront-ils prêts à admettre qu'un homme puisse faire de tels rêves? Peut-être devrais-je m'engager sur l'honneur. Pourquoi pas? Ce serait presque surréaliste. Je déclare sur l'honneur avoir sagement rêvé. D'accord, je certifie donc sur l'honneur avoir effectivement fait les rêves suivants. Libre à chacun de me croire ou non. Ces rêves sont-ils si extraordinaires? Non, en fait, ils sont très simples. Ce qu'ils ont d'inhabituel, c'est précisément cet élément qui fait d'eux des rêves sages. Tout est dans le climat intérieur du rêve. Ok, alors exemple. Alexandro lit de son grand cahier, traduisant simultanément puisque tous ses rêves sont notés en espagnol. Je me trouve en compagnie d'un maître d'arts martiaux qui m'enseigne un cours. Il me dit « Laisse-toi tomber dans mes bras, sans du tout te contracter. » Me vient alors la pensée. Voilà, je vais parvenir à une décontraction absolue. Et je me laisse tomber sans rien retenir. Le maître m'accueille, puis me couche sur le plancher et essaie de me faire une prise. Je suis tellement abandonné qu'il n'y parvient pas. Il dit alors à son assistant « Impossible de lutter avec lui. Il est comme mort, et contre un mort, on ne peut rien faire. » Voilà un exemple de rêve de sagesse dans lequel je suis arrivé à la décontraction absolue. Autre exemple. Je sors dans la rue vêtu d'un costume étroit qui me fait paraître extrêmement chétif. Je me dis alors « Il est bon que les gens me voient faible car je me sais et me sens très fort à l'intérieur. » Ou encore cet autre rêve. J'assiste au cours d'un professeur de philosophie qui déclare « Le secret, c'est d'être dans la pensée. » Je lui réponds « Si vous n'avez pas accepté de mourir, vous n'avez rien atteint. Seule l'acceptation du trépas nous délivre de la pensée de la mort. » Permettez-moi de vous donner encore lecture de 2 rêves sages. Des gitans m'ont emmené dans leur entrepôt où ils ont emmagasé toutes sortes de meubles. Ils désirent me consulter et me montrent dans une boîte en carton une grande coupe semblable à celle de l'as du tarot de Marseille. Avec elle, ils pensent se consacrer à l'alchimie et découvrent le dissolvant universel, la matière capable de dissoudre toutes les autres matières. Je souris et leur demande « Savez-vous ce qu'est le dissolvant universel ?» Voyant qu'ils n'ont pas la réponse, je leur dis « C'est le sang du Christ. Une goutte de sang du Christ dans ton cœur dissout tous les autres sentiments. Seul demeure alors l'amour. » Un enfant déprimé me dit « Je suis insignifiant, je ne vaux rien. Dieu ne me voit pas. Il est occupé à des choses plus importantes. » Je lui réponds « Représente-toi la surface d'une sphère composée d'une infinité de points. Imagine, maintenant, le centre de cette sphère. C'est un seul point qui est en même temps en communication avec tous les autres points. » Je m'attendais à des rêves plutôt fous, à une prolifération de symboles initiatiques, comme dans vos films ou vos bandes dessinées. Les rêves que vous me racontez sont d'une sobriété chez vous inhabituelle. Bueno, mes bandes dessinées et mes films correspondent davantage aux rêves lucides. Comme vous le voyez, ces rêves-là sont souvent très courts. Leur caractère spécial réside dans leur impact et dans la sensation que j'y ai de moi-même. Dans les rêves, je suis sage, détaché, heureux, et cette sensation subsiste quelque temps au réveil. J'aimerais maintenant que vous donniez quelques exemples de rêves humbles. Voilà un rêve typique dans lequel j'admire la valeur d'autrui. Je me trouve chez des amis. Il y a là une femme du peuple d'allure cependant très distinguée. Elle paraît avoir tout au plus 58 ans. Je la trouve très fine, extrêmement sympathique et humaine. Au bout d'un moment, elle me demande « Sais-tu qui je suis ?» Je réponds par la négative. « Je suis Christine, dit-elle alors. C'est moi qui ai veillé sur toi lorsque tu étais enfant. » Je réalise alors me trouver en présence de ma première nourrice. Je dis alors à mes amis « Vous vous rendez compte ? C'est elle la première femme que j'ai jamais aimée. » La savoir vivante et constater le degré d'évolution auquel elle est parvenue me procure une grande joie. Christine et moi nous embrassons, puis elle s'en va. Mes amis me disent alors, d'un ton très admiratif, « Elle a 80 ans, et pourtant comme elle paraît jeune. » Je me réveille la joie au cœur. Autre rêve
Humble, autre exemple de rêve humble. Je suis surpris en pleine rue par une émeute étudiante. Les jeunes brûlent des voitures et il y a des policiers partout. On tire des coups de mitraillette, si bien que je me couche par terre sans éprouver aucune peur. Un policier m'arrête et m'emmène au poste. Là, on m'interroge, je reste calme. J'ai dans les poches des tas de tracts antimilitaristes ainsi que des coupeurs de presse de faits divers assez drôles, tournant les policiers et les militaires en ridicule. Je leur explique que je suis professeur de tarot et ils me relâchent. Je marche dans la rue, mon costume est en loques, j'ai même perdu mes chaussures. En guise de soulier, je glisse la pointe d'un de mes pieds dans un étui à lunettes. J'entre dans un café pour demander où se trouve ma rue. Parmi les clients, une femme assez rondelette, d'allure populaire et qui semble d'une grande bonté me regarde avec peine, comme si j'étais un clochard. Elle murmure. « Regarde dans quel état s'est mis ce pauvre homme, il faut faire quelque chose. » Elle me prend pour une épave. Je la trouve si bonne et suis si touchée de sa charité que je décide de ne pas la détromper. Je me résous à accepter le rôle qu'elle me donne, afin de ne pas la décevoir, et de lui permettre de donner libre cours à de si beaux sentiments. J'ouvre ma valise en cuir noir pour y chercher un petit jeu de tarot que je pourrais lui offrir. Parmi les tarots, il y a des flacons de cachet. Ce sont des vitamines, mais la femme est persuadée que je transporte de la drogue et n'en éprouve que davantage de pitié. Sans rien connaître au tarot, elle tire une carte, celle du battleur. « Mauvais, dit-elle, vous ne devriez pas porter cette carte. Regardez, le jeune homme a une pilule entre les doigts. » Elle prend en effet pour de la drogue le cercle jaune que le battleur tient entre ses doigts. Je la remercie de ses bonnes intentions, lui promets de ne plus toucher à la drogue et quitte le café. À aucun moment je n'ai eu la tentation de me mettre en valeur. Au contraire, c'est avec joie que je me suis effacée. Distinguez-vous encore d'autres formes de rêves ? Bien sûr, il est possible de parvenir au rêve généreux, dans lequel on partage avec le reste de l'humanité ce que l'on a appris. Par exemple, je me trouve dans un immense espace survolant une marche pour la paix regroupant des milliers de manifestants. Me rendant soudain compte que je suis en train de rêver, je me mets à tourner dans les airs afin d'attirer leur attention. Le public se montre admiratif en me voyant ainsi léviter. Je leur demande alors de tous se tenir la main en formant une grande chaîne afin de voler avec moi. En les touchant, je les fais s'élever et tente de les faire voler par la force de ma pensée, mais ils ne bougent pas. Je dois les toucher avec tendresse, ne pas les lâcher. Ils volent alors vers moi et nous nous livrons dans les airs à des exercices, accomplissons des figures, tous en chaîne, jusqu'à ce que je me réveille. Rêve lucide, rêve thérapeutique, rêve sage, rêve humble, rêve généreux. Quel est pour toi l'ultime du rêve, le nec plus ultra onirique? Le rêve magique, créateur. Tout au long de ces années d'exploration onirique, je n'en ai connu qu'un seul, que voici. Je suis dans ma chambre à coucher. Prenant appui sur l'air avec mes mains, je m'envole. Je décide alors de voir comment je puis utiliser toute la puissance de ma voix. Laissant le chant venir en moi, j'émets avec une force presque sans limite des sons qui vont bien au-delà de l'opéra. La voix ne dépend pas de moi, je l'invoque et elle vient. Je n'ai plus qu'à la laisser sortir par ma bouche et à la découvrir, vivante, magique. Très touchée, je me sens m'ouvrir à une dimension de moi-même jusqu'alors inconnue. En pleine lucidité, j'ouvre les yeux et me réveille. Je note que mon cœur bat vite. Sans bouger, je me remémore tous les détails du rêve. Soudain, parvient à mes oreilles un chant ni proche ni lointain. Il n'est pas émis par une voix humaine, mais il n'en a pas moins des sonorités humaines, comme si tout un quartier de la ville chantait. Ce chant semble provenir d'une autre dimension. Je me dis que je suis encore à moitié endormi et dois observer plus lucidement ce qui advient. Le phénomène se répète et je m'abandonne à l'écoute, bien que le caractère neuf et inouï de l'expérience modifie mon rythme cardiaque. D'un côté, je me crois
proie d'une hallucination. De l'autre, il me semble qu'une petite porte s'ouvre en direction de ce que l'on pourrait appeler la troisième oreille, comme on parle du troisième œil, de la clairaudition. Je m'endors profondément et, en rêve, me vois dans une rue de Montmartre. Je marche en murmurant. C'était une voix divine, la voix d'une déesse. Elle ne provenait pas d'une gorge, mais était exhalée par la réalité même. Elle provenait des rues, des maisons et de l'air. Superbe. À présent, revenons à ce rêve que l'on nomme réalité. Peut-on, comme l'affirment certaines sagesses, envisager notre vie comme un rêve dont il faudrait s'éveiller? Je dirais plutôt qu'il faut faire de ce rêve inconscient qu'est le plus souvent notre vie, un rêve lucide. À une époque, j'avais l'habitude, avant de m'endormir, de passer en revue tous les événements de ma journée. Je me la repassais comme un film, d'abord du début à la fin, puis à l'envers, selon le conseil d'un vieux livre de magie. Cette pratique de la marche arrière avait pour effet de me désidentifier des péripéties du jour. Après avoir, dans la première approche, analysé, jugé, pris parti, je recommençais la journée en sens inverse, et me trouvais alors en état de détachement. La réalité ainsi captée revêtait les mêmes qualités qu'un rêve lucide. C'est alors que j'ai vu à quel point, comme tout le monde, je rêvais ma vie. Passer ma journée en revue le soir équivalait à me souvenir de mes rêves au matin. Le seul fait de me souvenir d'un rêve, c'est déjà l'organiser. Je ne revois pas le rêve tel que, mais ce que j'en ai sélectionné. De même, revoyant les dernières 24 heures, je n'ai pas accès à la multiplicité du jour, mais à ce que j'en ai retenu. Cette sélection constitue déjà une interprétation sur laquelle, en plus, je plaque mes jugements, mes appréciations. Pour devenir plus conscient, nous pouvons commencer à distinguer notre perception subjective de la journée de sa réalité objective. Lorsqu'on ne les confond plus, on est capable d'assister en spectateur au déroulement du jour écoulé, sans se laisser emporter par les jugements et les appréciations. À partir de cette position de témoin, il devient possible d'interpréter sa vie comme on interpréterait un rêve. Permettez-moi de vous donner un exemple d'application de cette approche. L'un de mes élèves, un nommé Guy Mauchamp, m'a un jour demandé conseil. Il ne savait comment s'y prendre pour que de jeunes locataires malhonnêtes quittent une maison qui lui appartenait. M'étonnant qu'il n'ait pas eu recours à la police puisque la loi était de son côté, je lui ai dit « D'une certaine manière, cette situation te convient. Grâce à elle, tu es en train d'exprimer une vieille angoisse. Je te propose l'approche suivante. Considère cette situation comme un rêve que tu aurais fait et essaie de l'interpréter comme tu le ferais d'un songe de la nuit précédente. As-tu un frère cadet ? Il m'a répondu par l'affirmative. Et je lui ai alors demandé si, dans son enfance, il ne s'était pas senti envahi par ce bébé accaparant l'attention de ses parents. Ce qu'il a bien sûr confirmé. Je l'ai ensuite interrogé sur la relation qu'il entretenait aujourd'hui avec le frère en question. Comme je m'y attendais, Guy m'a avoué qu'ils avaient de mauvais rapports et ne se voyaient jamais. Je lui ai expliqué que c'était lui-même qui maintenait cette situation d'invasion par les locataires afin d'exprimer l'angoisse jadis causée par l'arrivée de son frère. J'ai ajouté qu'il lui fallait à présent pardonner à ce dernier, bien le traiter et faire la paix avec lui s'il voulait que la situation se résolve. Je lui ai donné un conseil de psychomagie et, une semaine plus tard, ai reçu une carte postale de Strasbourg. Feu d'artifice sur la cathédrale, grande explosion de joie sacrée, avec le message suivant. Suite à ma question, tu m'as prescrit un acte de psychomagie, et je t'en donne le résultat pour le clôturer. Il s'agissait d'offrir un bouquet de fleurs à mon frère, et de manger avec lui pour renouer un rapport fraternel, et laisser de côté le passé où je m'étais senti envahi par lui. Le but était d'obtenir le départ des locataires frauduleux et illégaux de ma maison. J'ai offert les fleurs à mon frère et parlé avec lui le vendredi midi. Le vendredi soir, les 2 locataires ont déménagé. Avec mes meubles. Mais enfin, ils sont partis et j'ai pu réintégrer ma maison. Merci. Intéressant, non ? Emportant les meubles, c'est comme s'ils avaient embarqué une part de son passé. Et l'éveil. Les traditions spirituelles parlent de ceux qui se sont éveillés.
S'éveiller, c'est arrêter de rêver. Autrement dit, disparaître de cet univers onirique pour devenir celui qui le rêve.